Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Perrin, présentent L'effrayant docteur Petiot, fou ou coupable, de Claude Quettel, lu par Hervé Lavigne. Introduction. À ce jour, plus de 20 ouvrages, sans parler du chapitre obligé dans les tout aussi nombreuses relations des grandes affaires criminelles, ont été écrits sur Marcel Petiot, le tueur en série de la rue Le Sueur, accusé en 1946 de 27 assassinats. On ajoutera, pour faire bonne mesure, 2 BD, dont une relativement récente et bien entendu, le film de Christian de Challonge, sorti en 1990. Michel Serrault, dans le rôle de Petiot, en fait des tonnes, mais sert ainsi la thèse du réalisateur pour qui Petiot est fou, mais du genre agité. Or, aucun ouvrage n'examine véritablement sous cet angle la sombre trajectoire de Marcel Petiot. En fait, auteurs, journalistes ou avocats pour la plupart, se sont trop exclusivement intéressés au procès proprement dit, lequel d'ailleurs ne s'est pas davantage arrêté à la question de la folie en écartant d'emblée celle-ci, tout comme l'a fait de son côté l'avocat de Petiot, le déjà célèbre maître Floriot. Pourtant, la folie semble se manifester très tôt dans la vie de Marcel Petiot. Voilà qui suffirait amplement à rouvrir le dossier, mais ce n'est pas tout. Toute la vie de Petiot comporte de vastes zones d'ombre qui ont été le plus souvent escamotées ou, pire, allègrement peuplées d'épisodes imaginaires ou pour le moins suspects, se recopiant d'un livre à l'autre. L'histoire de Petiot est suffisamment rocambolesque et dramatique pour qui ne s'en tient qu'à des faits établis. Plus qu'un dossier à rouvrir, c'était une enquête à reprendre, non de police, mais d'histoire. On a peint un assassin calculateur et sadique, un docteur diabolique. Pas moins de 4 ouvrages sur Petiot contiennent dans leur titre le mot Satan. On a trouvé des explications à tout, jusqu'à voir en Petiot un agent de la Gestapo. On l'a dépeint avec force détails exécutant ses victimes dans le sombre hôtel de la rue Le Sueur. On ne sait même pas exactement combien de victimes Petiot a à son actif, ni même précisément comment il tuait, ou s'il avait des complices. En fait, il n'y a jamais eu de preuves directes contre lui, ni de témoins, ni d'aveux ou de confessions. On a aussi voulu faire de Petiot un produit de son époque, c'est-à-dire celle des années noires de l'occupation, tout comme la Grande Guerre avait donné Landru. Chacune de ces 2 incontestables vedettes du crime aurait été à la mesure de leur sombre temps. Landru opère au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans un pays vide d'hommes, ce qui facilite son escroquerie meurtrière au mariage. Quant à Petiot, il agit dans un Paris de l'occupation où les disparitions volontaires ou non sont légion. Dans les 2 cas, ce sont des moments où l'on fait bon marché de la vie humaine. Est-ce à dire que, sans ces guerres, il n'y aurait eu ni Landru ni Petiot? Comment un criminel en série oscille-t-il entre le hasard et la nécessité? Y a-t-il des tueurs nés? Loin du piège que posent ces questions, il y a les faits. Et les faits sont têtus. De la découverte le 11 mars 1944, en pleine occupation, d'un charnier dans un hôtel particulier de la rue Le Sueur, au numéro 21, alors même que triomphe dans les salles le film de Clouzot, L'assassin habite au 21, au couperet de la guillotine qui s'abat sur le cou de Petiot à l'aube du 25 mai 1946. Les archives policières et judiciaires ne manquent pas pour cette période, ni la presse qui s'empara de l'affaire pour ne plus la lâcher,
lui donnant un retentissement énorme, identique, en effet, à celui de l'affaire Landru, qui était encore dans les mémoires des contemporains. Mais toute cette histoire a commencé bien avant. Et là, les archives se font soudain maigres, favorisant le remplissage romanesque des cases restées vides. Il fallait pourtant suivre Marcel Petiot dès son enfance, observer Petiot avant Petiot, quitte à laisser de nombreuses questions sans réponse. Bref, il fallait enquêter.